Un jour, quelqu'un m'a dit « Vous êtes né un original, ne devenez pas une copie ». Quand on s'adresse à l'international, c'est exactement l'enjeu, comment garder une politique globale corporate, une identité entreprise corporate, et mettre ça en symbiose avec les pratiques locales. Vous allez me dire, la problématique, elle n'est pas nouvelle, et qu'est-ce qu'on va dire par local? S'ouvrir à l'international, c'est pas nouveau. Par contre, la problématique qui est différente, ou bien qui commence à émerger, c'est s'ouvrir aux nouveaux pays émergents. Et par là, j'entends les pays Moyen-Orient, Afrique et Latine-Amérique, qui sont des pays où il y a énormément de richesses et où on va commencer à les aborder. Et on ne les aborde pas du tout de la même manière qu'on les aborde on va dire la croissance à l'Europe, et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir concilier la problématique globale de la problématique locale de ces pays en particulier notamment. C'est ce qu'on va essayer de partager, c'est ce que je vais essayer de vous passionner aujourd'hui à partager ensemble. Alors, pourquoi s'ouvrir à l'international d'abord ? Il y a une concurrence forte, vous le savez, chacun dans ses domaines d'activité, on a des nouveaux domaines, des nouvelles politiques, des nouveaux produits, et aussi du coup des nouvelles ressources qu'il va falloir gérer. Retenir les talents en France, retenir les talents au Soudan, c'est pas du tout de la même manière qu'on va le traiter. Pour vous donner un exemple, en France, on paye les employés, on leur transfère par compte bancaire, le salaire c'est super important. Au Soudan, accrochez-vous bien, on paye les employés par cash. Donc chaque mois, on vient récupérer sa petite paye, sauf qu'évidemment, ça fait des montants assez intéressants. Et donc, vont se trouver derrière des problématiques, comment est-ce que je vais récupérer mon argent à la banque, etc. Ce qui va être un enjeu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un compte bancaire au Soudan, mais ça coûte cher, donc l'employé va plutôt choisir une entreprise qui lui donnera cette possibilité-là du cash, plutôt que par compte bancaire. Donc retenir les talents, motiver les talents aussi, enfin motiver toutes les ressources de manière générale, ne va pas se faire de la même manière. Ensuite, on va avoir une conquête des nouveaux marchés. Comme je le disais, on a la problématique, enfin on sait très bien faire, s'ouvrir à l'Europe, s'ouvrir même à l'international, aux US, mais s'ouvrir aux nouveaux marchés émergents, c'est très très différent. Pour faire juste un petit test, qui a déjà entendu parler de l'ICAMA Number comme ça, de Training Levy, qui est présent à l'international. L'ICAMA Number, c'est juste pour vous donner un exemple, c'est l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale en Arabie Saoudite. Training Levy, c'est la taxe formation qui est prélevée pour chacun des employés en Tanzanie pour garantir une égalité entre les collaborateurs au sein du gouvernement et au sein du pays. Donc, c'est juste pour vous donner un goût d'aborder ces nouveaux pays-là. Ça ne s'aborde pas du tout de la même manière. Et du coup, on va pouvoir s'y sensibiliser. Et donc, vous l'imaginez bien, pour adresser ces pays, ça va être une réelle transformation de l'organisation et de l'approche RH pour pouvoir aller les accompagner. Qu'est-ce qu'on va attendre de vous, des RH, demain? Et qu'est-ce qu'on va vous demander? Ça va vouloir dire travailler en collaboration avec le président général de l'entreprise, avec le comité de direction, pour pouvoir aborder quelles sont les ressources que je peux trouver dans tel et tel pays, comment est-ce que je vais les benchmarker, comment est-ce que je vais les motiver. Pour vous donner juste un exemple, en Inde, pour motiver les personnes, c'est très important le niveau hiérarchique, et donc je vais créer, d'un point de vue RH, des structures, des niveaux hiérarchiques, ne serait-ce que pour donner l'impression aux gens qu'ils évoluent chaque année ou chaque 6 mois, et la fréquence pourra être précisée. Alors qu'en Afrique, le salaire de base d'une personne, ce n'est pas tant ce qui est important que les bénéfices qui sont autour et qui vont l'aider dans sa vie quotidienne. Donc si je vous donne une voiture alors qu'il galère en Afrique du Sud avec les transports publics communs qui n'existent quasiment pas ou qui ne sont pas du tout safe, ça va être bien plus important que le montant du salaire. Si je lui donne une aide au logement ou une aide à la formation en Tanzanie, ça va être quelque chose de beaucoup plus motivant aussi que juste le salaire de base. Donc pour vous, des RH, ça va vouloir dire transformer l'approche RH, et c'est un voyage, journey en anglais, qui se fait sur plusieurs années et qui se définit avec le comité de direction, parce que ça fait une transformation de l'entreprise, une transformation du business qui va se traduire par l'accompagnement des bonnes ressources. Alors, quand on aborde ça, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que je garde en global, qu'est-ce que je garde en local? Je suis dans l'approche RH,
j'ai des processus, j'ai des pratiques, j'ai des politiques de rémunération. Comment est-ce que je vais faire pour définir mon modèle global tout en gardant les spécificités locales? Et je le redis, par là où j'ai commencé, vous êtes né original, ne devenez pas une copie, donc vous allez devoir garder l'originalité de chacun des copies tout en garantissant un socle. Qu'est-ce que ça va être le global model? Et là, c'est volontaire, je l'ai mis en anglais. C'est aussi pour vous dire, j'ai choisi de le faire en français, mais j'aurais pu faire la présentation en anglais, pour vous dire que la première chose à laquelle il va falloir penser, c'est quand on s'ouvre à l'international, il va falloir parler l'anglais. Ce qui n'est pas une petite chose et ce qui n'est pas évident, facile, pas parce qu'on ne sait pas forcément le parler, mais parce que le parler au quotidien, dans le langage professionnel et dans le langage quotidien des entreprises, de votre domaine, ce n'est pas une chose évidente. Et que derrière, il peut venir une différence de compréhension liée à la langue, parce que moi, française, je parle anglais, lui, tanzanien, il parle l'anglais, et lui, des US, il parle l'anglais, et qu'on ne parle pas forcément le même anglais. Donc, quand je vais définir un modèle global, je vais d'abord définir quels vont être les processus d'un point de vue RH qui vont devoir être traités, et dans lesquels je vais pouvoir accepter des spécificités, et on va y revenir. Ensuite, je vais définir aussi, pas seulement les processus et bien entendu les systèmes d'information qui vont avec, mais une définition des rôles, et c'est là que je disais c'est une transformation de l'organisation en profondeur, les rôles et les responsabilités que je vais attendre demain du corporate et que je vais attendre demain en local. Est-ce que je vais avoir mon DRH comme il était aujourd'hui, qui est basé en France, qui a toutes ses équipes derrière, ou est-ce que je vais pouvoir rentrer dans des problématiques de mobilité internationale? Et ce qui va driver, c'est la définition claire des rôles dans l'organisation, avec les compétences et les responsabilités qui vont bien avec. Et on pourrait faire toute une présentation là-dessus. Et ce qui est important aussi, quand on définit un modèle global, c'est de définir qu'est-ce qui n'est pas dans ce modèle global. Donc, qu'est-ce que ça n'inclut pas? Je vais pouvoir dire, je vais avoir tous ces processus-là, et tout cela, et toutes ces petites problématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, training, levy, et on pourrait en citer plein d'autres, est-ce que ça rentre dans le modèle global, ou est-ce que ça, je le laisse à l'autonomie du pays? Donc, c'est très important quand on se pose de le définir tant sur la partie process SI que dans la partie rôle et organisation. Qu'est-ce que je vais attendre de mon DRH pays et qu'est-ce que je ne vais pas attendre d'un point de vue corporate, et inversement, qu'est-ce que d'un point de vue pays je vais pouvoir attendre du global et qu'est-ce que je vais pouvoir garder en local. Alors, comme je vous le disais, ça va vouloir dire un nouveau modèle opérationnel. Je ne vais pas forcément vous apprendre quelque chose de nouveau et ce n'est pas forcément lié à la problématique internationale. Par contre, c'est renforcé quand on adresse la problématique internationale. Si on fait un zoom sur les nouveaux rôles et la nouvelle organisation que je vais devoir mettre en place, on va définir, enfin, on va pouvoir être amené à séparer, on va dire, les responsabilités qui sont HR support, donc quels sont les services administratifs RH qu'il va falloir donner à n'importe quel pays et qu'il va falloir donner aussi au niveau global. Et donc, je vais en créer une couche dans l'organisation qui va n'être dédiée qu'à ça. Ensuite, je vais pouvoir avoir aussi ce qu'on va appeler des centres d'expertise. Dans centre d'expertise, qu'est-ce qu'on met ? On va avoir les centres d'expertise liés au Compensation and Benefit. Comment est-ce que je vais définir quelles sont les pratiques de salaire en Tanzanie, au Soudan, en Jordanie, en Iran? On ne compare pas du tout les personnes de la même manière et on ne les benchmark pas de la même manière. Quels vont être les bénéfices qui sont aussi les pratiques locales et quelle va être la couche globale qui va faire l'identité de mon entreprise que je vais rajouter par derrière. Donc, un centre d'expertise va pouvoir être Compenben. Ensuite, je vais pouvoir avoir mobilité internationale, International Mobility, qui va définir les pratiques globales de groupe et qui va dire dans quel cas est-ce que j'envoie une personne et dans quel cas je l'envoie et jusqu'à quand, pour pouvoir définir et pouvoir ancrer aussi en local les ressources et les talents locaux. On va pouvoir aussi citer dans les centres d'expertise, enfin il y en a d'autres, je ne suis pas exhaustif, mais c'est le centre d'expertise qui va avoir, on va dire, le rôle du consultant sur tous les différents pays, dans tous les différents domaines, par domaine. Et la dernière couche, et c'est là que le DRH, on va dire, va s'appeler un peu différemment, et c'est volontaire que je l'ai appelé business leader, et non pas business partner, comme vous pouvez l'entendre un peu partout, ou HR leader,
c'est que le HR, le DRH local va vraiment s'inscrire en étant un accompagnement du business, va s'asseoir avec les personnes du business pour identifier quels sont ses besoins ressources, travailler avec les centres d'expertise pour définir les meilleures pratiques de compensation, etc. Et pour pouvoir, derrière, s'appuyer sur le support RH pour définir et délimiter et servir, je veux dire, délivrer le service administratif qui va bien avec. Je vais aller un peu rapidement pour respecter le timing. Comme je vous le disais, ça s'accompagne aussi de se poser la question au niveau des processus. Quels sont les processus que je veux traiter d'un point de vue RH, moi, dans mon entreprise? Alors, ce n'est pas forcément tout visuel, mais ça va vouloir dire, je ne peux plus me contenter de prendre juste une petite partie. Alors, en général, la paye, on la connaît super bien, puisqu'on atteint des pays et des collaborateurs d'être payés à chaque fin de mois. Sauf que quand on dit global, local, RH, ce n'est pas uniquement la paye, on va prendre toutes les couches. La première, alors, c'est regroupé, c'est d'une certaine manière, on pourrait les regrouper, et ça, c'est à chaque entreprise de les regrouper dans sa vue logique, derrière, et de mettre chaque case, plutôt, derrière chaque case, ce qui va bien. Qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'on va s'occuper dans les processus depuis A à Z, de hire to retire, depuis l'embauche jusqu'au départ du salarié. Je vais avoir derrière tous les towers, les tours de processus que j'ai pu regrouper depuis toutes les problématiques de recrutement, ensuite la politique de gestion des talents, la politique de compensation de rémunération et la partie HR administration RH. Dans chacune de ces tours, je vais pouvoir avoir une partie globale et je vais pouvoir avoir une partie locale. Comment est-ce que je vais définir ça? C'est ce qu'on va essayer de voir rapidement ici. Donc, quand on parle de modèle global, on pourrait représenter ça sous une forme d'un œuf. J'ai, dans mon périmètre, quand je dois choisir tous ces processus, un œuf dans lequel j'ai tout plein de choses. Là-dessus, je vais avoir une première partie qui va être la définition, la partie modèle global. Je vais définir sur chacune des tours que je vous ai montrées tout à l'heure, dans chacune des processus, voilà le processus global, comment il est censé marcher. Donc ça veut dire que je réunis tous les centres d'expertise, je les fais travailler leur disant quelle est pour vous la Bible des processus. Quand je vais venir au niveau d'un pays, le pays va pouvoir me dire « Ah mais attends, moi j'ai une exception légale, exemple ». En France, on ne peut pas encore dématérialiser de A à Z tout le dossier. On a encore besoin d'archivage des papiers et on a encore besoin d'une signature sur certains documents. Je ne peux pas faire délégation d'autorité sur tous les documents. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir avoir une exception qu'on va devoir gérer et qu'on va aussi gérer après en transfert de connaissances à la nouvelle équipe organisationnelle qui va le prendre. Je vais avoir des impacts, puisque oui, les pratiques vont changer. Aujourd'hui, je faisais comme ça, demain, je ne le fais pas, donc je changerai. Ensuite, j'introduis, et ce n'est pas une politique finale, on peut pouvoir externaliser certaines parties, et donc c'est ce que j'ai appelé le Global Outsource Model, dans lesquels on définira aussi qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va accepter comme localisation. Et au final, c'est tout ce qui ne va pas rentrer dans le modèle, tout ce qui va être le local du glocal, et qui va être, soit je vais maintenir les pratiques locales, soit je vais essayer de les globaliser, soit je vais l'externaliser, soit je vais carrément supprimer. Et donc quand on rentre dans une problématique internationale, qu'on définit un modèle global, il faut aussi être prêt non seulement à changer ces pratiques, mais à en supprimer certaines. Vous serez étonnés de voir ce que j'appelle les pratiques babysitting qu'on a dans les différents pays quand chacun fait sa petite tambouille interne et qu'il peut le faire comme il le veut, jusqu'à ce qu'on arrive avec une casquette corporate. Pour la petite histoire, j'étais responsable, j'étais en charge des pays Europe, Moyen-Orient et Afrique, venant du corporate dans les pays, et ça a été assez challengeant que de voir la tour d'ivoire arriver sur le terrain, alors qu'avant, ils avaient toujours fait ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, sans que personne ne vienne les embêter. Et pour finir, quels sont les facteurs clés de succès? Du coup, à quoi il faut penser? Quand vous allez commencer à définir ce modèle global, il faut arriver avec une bonne boîte à outils. Et je ne vais pas rentrer derrière. Il faut bien penser son élément, bien penser la méthodologie qu'on va aborder, donc bien définir les processus globaux, définir la structure, les rôles et les responsabilités, arriver au niveau du pays, si vous voulez qu'il change, avec un planning clair, avec des activités claires, des rôles attendus du pays clairs, sinon ce sera difficile de le faire jouer le jeu, parce que pour lui, il change de monde.
Arriver après derrière avec des questionnaires processus et des intervenants d'après pourront le confirmer. Et arriver aussi avec une cartographie des parties prenantes, des acteurs locaux impactés pour pouvoir les mettre avec vous. Pourquoi faire tout ça? Vous allez me dire, pour quel bénéfice? Vous allez garder la stratégie globale business. Vous aurez la casquette corporate derrière qui va pouvoir venir. Par contre, vous allez donner totale autonomie aux managers et au business model tout en gardant un cadre corporate. Par contre, vous allez pouvoir optimiser vos résultats locaux puisque le local va pouvoir se concentrer sur son business à sa manière. Et au final, les dirigeants et les employés, quand vous passez à l'international, vous parlez de mobilité internationale, prenez un manager français qui déboule au Soudan et qui n'y connaît rien et qui doit s'appliquer les pratiques locales, ça va être super difficile. Quand vous avez mis un modèle global, vous avez quand même une première couche qui est générique, quel que vous soyez, et qui est finalement votre carte d'identité, c'est-à-dire votre appartenance à l'entreprise. Et au final, ça va vouloir dire penser globalement et agir localement. On n'enlève pas la culture du pays, on n'enlève pas l'ADN de chacun des pays, on pense globalement dans la stratégie globale de l'entreprise pour pouvoir agir localement sur le business, sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup, je vous demande de l'applaudir. Yael Malka.